Salut Ousmane, Salut Soleiman, j'espère que tu vas bien. ça va et toi? Ça va super. Bon, on se retrouve pour une première vidéo de la nouvelle édition du Paname Best Player. Voilà, on avait à cœur de t'interroger aujourd'hui comme tu es un acteur principal de la scène footballistique en région parisienne. Et voilà, du coup, on voulait savoir où on est, ce que tu fais et voilà, on va te laisser te présenter du coup. Ok. Ousmane Diaby, directeur technique et entraîneur aussi de l'équipe senior R1 de S Nanterre. Donc ça c'est mon activité principale. Après, je le dis comme ça aussi parce que pour le coup ça compte et c'est en lien aussi avec ma fonction ici. Je suis aussi élu local à la ville de Nanterre, donc je suis 8e adjoint au maire de la ville de Nanterre. Donc voilà, bienvenue à Nanterre, bienvenue dans ma ville. Merci. Du coup, on voudrait savoir un peu ton parcours dans le football parisien, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur et aussi en tant que dirigeant, vu que tu as eu les trois sphères du football parisien. Ok. En tant que joueur, ça va être relativement court parce que moi, mon parcours il s'est beaucoup quand même concentré sur le club de Nanterre. J'ai fait toutes mes classes de jeunes ici, puis arrivé en senior, j'ai quitté le club pour aller à Issy-les-Moulineaux à l'époque était en DSR, ce qui est l'équivalent de la R2 aujourd'hui. J'ai joué donc là-bas en R2 et en R1. Puis après Issy-les-Moulineaux, je suis parti à Noisy-le-Sec une année. C'est pas un souvenir impérissable, on va dire. Mais voilà, c'est une expérience et ça fait grandir voilà, ça fait grandir tout le monde. Et puis je suis revenu donc ici au club en partant de Noisy-le-Sec parce qu'on m'a sollicité pour revenir prendre un poste d'éducateur. Je me cherchais un petit peu aussi professionnellement à ce moment-là. Je suis revenu jouer un peu avec les potes. Et puis doucement, j'ai eu la possibilité de reprendre la direction technique du club en 2012. Ah ouais. Dans un premier temps à deux avec un ancien collègue qui maintenant lui œuvre dans le sud. Mais ça s'est pas fait, on va dire qu'on n'était pas forcément, que ce soit lui ou moi, on n'était pas forcément des premiers choix. Ça s'est fait un peu par la force des choses. Il y avait une fin de cycle qui s'opérait avec l'ancien directeur technique. Donc, il y a eu une rupture conventionnelle qui s'est faite avec le club. Il y a un éducateur de l'époque qui avait été démarché pour venir reprendre le rôle. Ça s'est pas très bien passé avec le club, donc ça s'est arrêté brusquement. Et à suite à quoi le club nous a proposé, donc à mon collègue de l'époque, Johan Françoise, et moi, de reprendre la direction technique du club. Donc on l'a reprise à deux dans un premier temps, puisqu'on était novice, vraiment novice pour le coup. Et puis moi j'ai pris en même temps la charge de l'équipe première qui était à l'époque en excellence, qui est l'équivalent de la D1 aujourd'hui. Au bout d'un an, Johan s'en est allé, donc je suis resté seul à la tête du club et puis maintenant ça fait 10 ans que je suis en charge de la responsabilité technique du club. Voilà la petite histoire. Oh, ok, impeccable. Et du coup, si vous n'aviez pas autant d'expérience, pourquoi vous? Vous en avez parlé un petit peu avec l'ancienne direction ou ouais, non, c'est aussi un attachement à Nanterre? Je pense qu'il y a la première des raisons, c'est parce qu'il y avait un besoin de confiance, je pense, de la direction, de mettre des gens en qui on a confiance. Quand je parle de confiance, c'est surtout sur le côté fidélité, un peu de se dire qu'on va pouvoir travailler sur la durée, qu'on va pas prendre les gars qui vont se barrer au bout de 6 mois ou d'un an. Johan, lui, pour le coup, il est parti parce que c'était un projet de vie qui faisait qu'il déménageait à l'autre bout de la France, donc c'était prévu d'avance, mais moi, il savait que j'étais prêt à m'inscrire dans la durée et il connaissait mon attachement en tout cas pour le club. Donc, on a eu cette possibilité-là et j'ai envie de dire que 10 ans après, ça n'a pas trop mal fonctionné. Pas de regret? Ouais, non. Du tout, franchement, du tout. Impeccable. Je pense que si vous êtes revenu aussi, c'est parce que vous avez un attachement peut-être assez particulier à Nanterre. Justement, je voulais peut-être te parler de la ville et aussi du club. Quels sont vos objectifs à long terme, à court terme, à moyen terme, et aussi quelles sont vos priorités en termes de club, avec l'école du foot, les plus grands ou même le foot féminin? Ok. On va faire point par point. Ouais. Déjà, par rapport à ce qui est de l'attachement, sans prétention, moi je pense que j'ai plus aucune preuve à faire à ce niveau-là vis-à-vis du club parce que on a vraiment travaillé dans le sens où on veut que ce club-là, il évolue. On a voulu mettre ce club-là à sa place. Moi, je pense que avoir une équipe senior à l'époque en D1,
des U14 en D1, des U16 en R3, etc. Et tout, c'était pas la place d'un club d'une ville comme Nanterre. C'est la capitale Donc générale. aujourd'hui, on trouve qu'on a une place qui est plus cohérente par rapport à ce qu'est la ville. Mais il y a un projet beaucoup plus global. En fait, ce qu'on veut faire, c'est un peu, c'est un mot qui fait un peu peur en général, mais nous, on a un côté un peu identitaire où on veut que le club reste nantérien tant que c'est possible. Voilà. Peut-être que si un jour on arrive à grimper dans des strates qui font qu'on est obligé de s'ouvrir beaucoup plus, ben on le fera. Mais le souhait vraiment, c'est de faire en sorte que le club, il ait une identité propre, il ait une identité à lui. Aujourd'hui, l'équipe première, à titre d'exemple, elle est composée à 98% de joueurs qui sont de Nanterre. Soit qui sont issus vraiment de la ville, donc sont des vrais Nantériens, soit sont des joueurs qui sont venus très tôt au club, en 14, en U16, et qui ont ensuite intégré l'équipe senior. Je prends un joueur comme ça, au hasard, Tanguy Arnaud, qui vient du PEC, qui est arrivé chez nous en U16, et qui aujourd'hui est en senior. Ça fait 8 ans qu'il est au club, mais pour nous, c'est un Nantérien. Tu vois, après, peut-être que c'est une définition qui parlera pas à tout le monde, mais pour nous, c'est un Nantérien, parce qu'il a fait ses classes au club, un peu ce qui se fait à très haut niveau, comme l'Atlético, Bilbao, il fonctionne qu'avec des joueurs basques. Nous, on n'est pas fermé à l'extérieur, mais on donne quand même une grande priorité, une grosse primauté aux jeunes du club, à la formation du club. Là, on a, depuis 15 jours, on a un U18 qui s'entraîne avec le groupe première, parce qu'on veut envoyer ce message vraiment tout le temps de dire c'est ouvert, voilà, c'est pour vous qu'on fait ça. Il y a une génération qui arrive derrière et le travail qui est fait, c'est un héritage qui doit être laissé pour les autres et ainsi de suite. Mais je le dis quand même pour pas faire peur, on n'est pas fermé aux joueurs de l'extérieur. C'est juste qu'il y a une volonté quand même, voilà, d'avoir une identité. Je trouve qu'à très haut niveau, c'est normal d'avoir des joueurs qui viennent un peu partout. Mais en amateur, je pense que le club, il devrait essayer d'avoir un petit côté identitaire où bah, on est à Nanterre, il y a quand même des Nantériens sur le terrain. Pas que, mais il y en a quand même. Ça, c'était pour voilà, vraiment le côté attachement au club, aux valeurs du club. Après, on met aussi une grosse priorité sur le développement de notre école de foot et toutes nos équipes de formation, U14, U16, U18. On essaie vraiment de mettre les moyens. On en a parlé comme ça en off tout à l'heure, mais nous, sur les seniors, on met pas d'argent. C'est une réalité, on met pas d'argent, on a juste des primes, ce qu'il y a plus lambda. On met pas d'argent parce que l'argent, on a décidé à un moment donné de le mettre ailleurs. Voilà, on a décidé de le mettre ailleurs, on a décidé de le mettre sur les jeunes, sur l'encadrement des jeunes, sur la possibilité aussi, parce que moi, c'est un truc qui me tient à cœur, et avec l'équipe d'éducateurs, de faire du foot pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire, on va parler des filles juste après, mais aussi chez les garçons, du foot pour tout le monde. Pour ceux qui sont bons au football, ceux qui sont très très bons, et ceux qui ne savent pas jouer, on va dire, voilà, grossièrement, ceux qui sont pas bons. Moi, je trouve qu'il faut des équipes loisirs. Nous, aujourd'hui, on a 4 équipes en U14, on a 4 équipes en U16, on a 3 équipes en U18. En U18, on a une équipe qui est vraiment ouverte aux jeunes il y en a qui arrivent des fois à 16 ans, 17 ans, qui veulent commencer le foot, mais qui ne peuvent pas jouer chez nous en RD ou en D1. Donc on a ouvert une équipe en 18 D4 pour que voilà, ces gamins-là, s'ils veulent jouer au foot à Nanterre, ils puissent jouer à Nanterre, qu'ils ne soient pas obligés d'aller dans une ville à côté ou quoi, parce que nous, on ne leur offre pas la possibilité de jouer au foot chez eux. Donc ça fait partie aussi des priorités du club, d'avoir la possibilité d'avoir du sport pour tout le monde. Après, on ne pourra pas contenter tout le monde, parce qu'à un moment, on a une limite, hein, on a une limite de capacité qui est atteinte. Mais en tout cas, en termes de typologie, voilà, on peut faire une offre de football pour des compétiteurs ou juste des gens qui viennent faire du foot loisir. Après, pour ce qui est des filles, pour nous, c'est compliqué aujourd'hui, mais c'est quelque chose pareil qu'on tend à développer. On a pris un apprenti cette année, on a un responsable du foot féminin, on a pris un apprenti aussi pour travailler sur la section féminine. On a commencé, nous les filles, lors de la plus mauvaise saison possible, je pense, la saison Covid. On a ouvert la saison Covid. Ce que je dis, c'est sincère. Il y a même un article qui était passé dans le Parisien. On avait travaillé sur un truc avec Nike. Nike, qui finançait 100 € par licence à l'époque, via Yard. Il finançait 100 € par fille pour les aider à s'inscrire. Voilà, limiter le coût de la cotisation. On avait une centaine de filles, un peu plus de 100 filles. Mais la saison s'est arrêtée brusquement, mois de mars. On n'a peut-être pas été assez bons, nous aussi, dans le lien qu'on a gardé avec les filles à ce moment-là. Et donc, elles se sont éparpillées, on nous a perdus, il y en a certains qui ont changé de club, d'autres qui ont arrêté. Donc, on a essayé de reprendre derrière. Et depuis, c'est difficile. Là, cette année, on commence à retrouver une dynamique positive sur la section féminine, mais c'est pas simple. Voilà, c'est vraiment pas simple. On s'efforce de tenir. Là, on a une équipe U11, une équipe U13, une équipe senior. Je pense que ça commence à prendre forme.
et à s'organiser. Le but l'année prochaine, c'est d'aller vers une équipe supplémentaire, donc d'avoir au moins les U13. Et l'étape d'après, c'est aussi d'avoir la féminisation de l'encadrement, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, on compte aucune fille dans l'encadrement. Ok, impeccable. Et tout à l'heure, du coup, tu parlais un peu d'identité, Ouais. d'identité nanterroise. Nantérienne. Pardon. Plus globalement, je voulais parler d'identité du coup de la région d'Île-de-France. Alors, on sait que maintenant, à l'échelle même mondiale, l'Île-de-France elle est reconnue comme étant le vivier numéro un au monde. Et du coup, je voulais voir avec toi ta vision du foot parisien, que ce soit de banlieue ou même pro. Je voulais voir avec toi si, quelle approche tu avais. Par exemple, on voit maintenant des jeunes qui émergent comme Ousni, on voit que le Paris Saint-Germain va leur faire confiance et qu'ils ne veulent pas plus répéter les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire par le passé avec Coman. Je voulais savoir, toi, ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que déjà, je vais dire un truc qui est bateau, mais je pense qu'il faut le dire, c'est que déjà, la région parisienne, en termes de football, c'est fort. Ça, faut vraiment le comprendre. Quand je dis c'est fort, je globalise en termes de football, pas forcément des joueurs. Je parle aussi de l'encadrement, je parle aussi des éducateurs, je parle aussi des entraîneurs, je parle de l'investissement, de tout ce qui est fait, en fait, vraiment autour du football. Et je sais pour le coup, on est là pour parler pas mal des joueurs, etc. et tout. Moi, je trouve que les joueurs de la région parisienne, ils sont respectés de par ce qu'ils font sur le terrain, parce que c'est indéniable, tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est devenu le premier vivier à pourvoir en termes de footballeurs professionnels dans le monde devant la région de Rio. Donc, ça dit quelque chose. Personne ne peut dire que non, il n'y a pas de joueurs, la formation, elle n'est pas bonne, etc. Mais ça veut aussi dire que derrière ça, tu as des formateurs qui arrivent à justement à tirer le plein potentiel de ces joueurs-là, parce que avant d'arriver dans les centres, ils sont dans des clubs qui leur permettent de se montrer, qui leur permettent de développer leurs qualités, qui leur permettent de s'épanouir et de s'exprimer. Donc moi, je pense que déjà, il y a un côté, moi, qui me frustre beaucoup sur le football amateur en France, et de surcroît en Île-de-France, parce qu'on est un peu le poumon et le cœur du football en France, l'Île-de-France. Mais je trouve que justement, les éducateurs, les entraîneurs, sont pas suffisamment valorisés, en fait. Le travail qui est fait, il n'est pas suffisamment respecté, suffisamment mis en avant. On voit des choses aujourd'hui, et c'est bien, mais on les voit beaucoup à l'étranger. Des éducateurs qui arrivent du monde amateur, qui arrivent à faire leur place dans le monde professionnel, des éducateurs qui n'ont pas fait de carrière de footballeur. Pour ne citer que, mais on a Villas-Boas, on a comment est-ce qu'il s'appelle Sarri en Italie. Il y en a plein d'autres en fait, tu vois. Mais en France, on ne l'a pas encore. Alors que moi, je vois des éducateurs en amateur, en National 3, en National 2, chez les jeunes dans les championnats régionaux, championnats nationaux, qui font un travail exceptionnel, mais qui savent que y a un plafond de terre pour nous. Voilà. C'est même pas forcément la limite par rapport à moi. Moi, je pense que je suis trop piqué Nanterre pour essayer de regarder ailleurs, même en N3, en N2, c'est un truc à faire. Mais je pense que ces portes-là, il faudrait qu'elles s'ouvrent à un moment donné pour les éducateurs de la région. Et avant même d'ouvrir ces portes-là, je pense que les diplômes, ils doivent s'ouvrir pour eux. On a des éducateurs aujourd'hui qui font leur preuve sur le terrain, mais à qui on ne donne pas accès au diplôme. J'espère en tout cas que je ne serai pas le seul ou le premier à vous le dire, mais c'est un fait. On a des éducateurs qui sont en National 3, en National 2, qui ont besoin de diplôme pour pouvoir officier et qui ne peuvent pas. Voilà, pourtant, ils sont là, ils entraînent, ils sont compétents, ils ont des résultats. Ils ont des résultats sur le terrain, mais ils n'ont pas accès à ces formations-là. Donc ça, moi, c'est une des choses que je vois sur le foot francilien. Après, concernant les joueurs, j'ai envie de te dire, c'est aujourd'hui, la région parisienne, elle a fait vraiment ses preuves sur ce qu'elle est capable de fournir en termes de joueurs. On va prendre Mbappé parce que c'est le fleuron, du football français, mais c'est aussi d'une certaine manière le fleuron du football francilien puisqu'il est justement issu de la région Île-de-France. Mais à côté de Mbappé, il y en a plein d'autres. Là, on voit la Coupe du Monde, je sais pas le chiffre, mais des joueurs qui étaient en équipe de France qui sont issus de la région parisienne, il y en avait combien? Peut-être la moitié du groupe de 25 qui a été emmené. Et dans les autres nations. Voilà, exactement. Et dans d'autres nations, beaucoup de nations africaines ou autres ailleurs, on a vu des joueurs issus de la formation francilienne. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de le marteler 100 fois. Le football francilien, aujourd'hui, il est limite sur le toit du monde. Et c'est ce qu'on compte du coup avec la cérémonie. Et du coup, on voulait savoir si tu avais un petit mot
si tu voulais peut-être laisser un message pour toutes les personnes qui vont nous regarder et qui vont nous voir. Ok, good, bah, comme on parle football, on va forcément parler un peu, bah, on parle football amateur là pour le coup, mais football amateur c'est aussi le vivier du football professionnel en réalité. Donc on va parler un peu de professionnalisme aussi. Moi j'ai envie de dire bah, peut-être aux jeunes qui vont nous écouter que le football professionnel ça doit et ça peut être un objectif en soi. Mais il faut comprendre que c'est difficile. Juste à titre d'exemple, nous on a ici à Nanterre deux joueurs qui me reviennent comme ça, qui ont eu une carrière relativement longue ils sont encore dedans. C'est Abdoulaye Diaby et Mario Lemina. Et on voit dans ce qu'ils font que la difficulté dans le football, professionnel, c'est de durer. C'est de durer. Y arriver, c'est pas simple, mais durer 10 ans, 12 ans, 15 ans, ça l'est encore plus. Et on peut même prendre des exemples plus parlants. Quand on regarde la génération 87, on a Benzema qui joue encore. Dans le fleuron, pareil, de ce qu'a pu être le football français à un moment donné, c'était une génération dorée, mais il n'était pas seul au départ. Il avait Nasri, il avait Menez, il avait le quatrième, c'était Ben Arfa. Ouais. Ça, j'ai oublié, malheureusement, alors que c'est Ben Arfa. Avec Jabi. Mais voilà, tu vois, dans la génération 87, ils étaient tous ceux-là, et tu regardes, ils n'ont pas eu non seulement la même carrière, mais ils n'ont pas duré aussi le même temps. Là, on a Benzema qui est quasiment au summum de sa carrière, qui vient d'avoir le Ballon d'Or, et on en a deux de sa génération qui ont arrêté il y a déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc à un moment donné, ça dit aussi que le football, c'est aussi une question là, de travail, de talent, certes, mais beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et pour nuancer ça, j'ai envie de dire aussi que il faut pas voir non plus le football que par le prisme du professionnalisme. Le professionnalisme, c'est une chose, mais si demain il y a des jeunes qui sont amenés à ne pas y arriver alors qu'ils ont toujours souhaité ça et tout, ben il y a une carrière qui existe à côté. Et on voit plein de joueurs s'épanouir dans le football amateur, prendre beaucoup de plaisir à jouer dans les championnats régionaux, dans les championnats nationaux. Je le dis parce que j'ai vu, moi, dernièrement, en tant que directeur de club, beaucoup de jeunes arrêter en 18 ou en 19 parce que ils se rendent compte que devenir pro, ça va devenir très, très, très compliqué, voire c'est loin, quoi. Et ils arrêtent parce qu'en fait, ils se sont tellement investis et ils ont tellement juré que par le prisme du professionnalisme qu'ils n'ont pas envie de jouer en amateur, en senior, alors que franchement, même en amateur, tu peux vivre des émotions incroyables dans le football. Vraiment des émotions incroyables. On le voit sur des championnats, sur la Coupe de France, sur plein de manifestations sportives, plein de compétitions. Tu peux vivre des moments incroyables en amateur. Donc je pense qu'il faut aussi avoir ça en ligne de mire et se dire que le football professionnel, c'est une élite. Peut-être que ce serait bien un jour que quelqu'un sorte la stat du nombre de footballeurs adultes qu'il y a et du nombre de footballeurs pro pour dire que voilà, c'est une élite, c'est vraiment une élite, c'est pas facile. Et à côté de ça, il y a d'autres footballs.